Lettre d'Einstein à Freud. Caput. Près de Potsdam. 30 juillet 1932. Cher Monsieur Freud, je suis heureux qu'en m'invitant à débattre dans un libre échange d'opinions avec une personne de mon choix d'un problème librement choisi, la Société des Nations et son Institut international de coopération intellectuelle, à Paris, me fournissent une occasion unique de m'entretenir avec vous de cette question qui, dans l'état actuel des choses, m'apparaît comme la plus importante de la civilisation. Y a-t-il un moyen de libérer les hommes de la fatalité de la guerre? L'idée que cette question est devenue, de par les progrès de la technique, une question d'existence pour l'humanité civilisée, a pénétré à peu près partout, et malgré cela, les efforts ardents pour la résoudre ont échoué jusqu'à présent dans des proportions effrayantes. Je crois que même chez les hommes pratiquement et professionnellement occupés de ce problème, il y a le souhait vivace, né d'un certain sentiment d'impuissance, d'interroger sur leur conception du problème des personnes qui, par leur activité scientifique habituelle, ont pris une large distance par rapport à toutes les questions de la vie. En ce qui me concerne, l'orientation habituelle de ma pensée ne me donne aucun accès aux profondeurs du vouloir et du sentir humain, si bien que dans l'échange d'opinions que nous tentons ici, je ne puis guère faire plus que tenter de travailler à poser la question et, en anticipant par des tentatives de solution plutôt extrinsèques, vous donner l'occasion d'éclairer la question du point de vue de votre connaissance approfondie de la vie pulsionnelle humaine. Je ne doute pas que vous puissiez indiquer des moyens d'éducation qui seront en mesure, par un moyen en quelque sorte non politique, d'éliminer des obstacles psychologiques que celui qui n'est pas expert en psychologie soupçonne, certes, mais dont il n'est pas en état d'apprécier les corrélations ni la mutabilité. Étant moi-même un homme libre de tout affect de nature nationaliste, l'aspect extérieur, c'est-à-dire organisationnel du problème, me semble simple. Les États créent une autorité législative et judiciaire pour arbitrer tous les conflits surgissant entre eux. Ils s'engagent à se soumettre aux lois établies par l'autorité législative, à en appeler à la juridiction dans tous les cas litigieux, à se plier sans condition à ses décisions, ainsi qu'à exécuter toutes les mesures que la juridiction estime nécessaires pour donner réalité à ces décisions. Ici déjà, je me heurte à la première difficulté. Une juridiction est un dispositif humain qui pourrait bien être d'autant plus porté à rendre ses décisions accessibles à des influences extra-juridiques qu'il dispose de moins de puissance pour imposer ses décisions. C'est un fait avec lequel on doit nécessairement compter. Droit et puissance sont indissociablement liés, et les verdicts d'un organe judiciaire se rapprochent d'autant plus de l'idéal de justice de la communauté, au nom et dans l'intérêt de laquelle est dit le droit, que cette communauté peut mobiliser davantage de moyens de puissance pour contraindre au respect de son idéal de justice. Mais nous sommes actuellement bien loin de posséder une organisation supra-étatique qui serait en mesure de conférer à sa juridiction une incontestable autorité et de contraindre à l'obéissance absolue dans l'exécution de ses arrêts. Ainsi s'impose à moi cette première constatation. La voie menant à la sécurité internationale passe par le renoncement inconditionnel des États à une partie de leur liberté d'action, c'est-à-dire de leur souveraineté, et il devrait être hors de doute qu'il n'y a pas d'autre voie menant à notre sécurité. À considérer l'insuccès des efforts de ces dernières décennies, entrepris sans aucun doute sérieusement, pour atteindre ce but, tout à chacun sent nettement que sont à l'œuvre de puissantes forces psychologiques qui paralysent ces efforts. Quelques-unes de ces forces s'étalent au grand jour. Le besoin de puissance de la couche dominante d'un État à tel ou tel moment s'oppose à une restriction des droits souverains de celui-ci. Ce besoin de puissance politique se nourrit fréquemment de l'aspiration à la puissance d'une autre couche, aspiration se manifestant sur le plan matériel et économique.
Je pense ici principalement à la présence au sein de chaque peuple d'un petit groupe néanmoins résolu, inaccessible aux considérations et aux inhibitions sociales, formé d'hommes pour qui guerre, fabrication et commerce des armes ne sont rien d'autre qu'une occasion de tirer des avantages personnels, d'élargir le domaine personnel de leur puissance. Mais cette simple constatation ne constitue qu'un premier pas dans la reconnaissance des corrélations. Il se pose aussitôt cette question: comment est-il possible que la susdite minorité puisse mettre au service de ses désirs la masse du peuple qui, dans une guerre, ne peut que souffrir et perdre? Quand je parle de la masse du peuple, je n'en exclus pas ceux qui, soldats de tout grade, ont fait de la guerre leur métier, dans la conviction qu'ils servent à la défense des biens suprêmes de leur peuple et que parfois la meilleure défense est l'attaque. Ici, la réponse immédiate semble être la minorité de dominants, à tel ou tel moment, tient en main avant tout l'école, la presse et le plus souvent aussi les organisations religieuses. Par ces moyens, elle domine et dirige les sentiments de la grande masse et en fait son docile instrument. Mais cette réponse, elle non plus, n'épuise pas davantage l'ensemble des corrélations, car la question se pose: comment est-il possible que la masse se laisse enflammer par les dits moyens jusqu'à la frénésie et au sacrifice de soi? La réponse ne peut qu'être: en l'homme vit un besoin de haïr et d'anéantir. Cette prédisposition est, en temps ordinaire, présente à l'état latent, et elle ne se fait à leur jour que chez l'anormal. Mais elle peut être réveillée par une relative facilité et s'intensifier en psychose de masse. C'est ici que semble se situer le problème le plus profond de tout ce fatal complexe d'action. C'est ici le point que seul le grand connaisseur des pulsions humaines peut éclairer. Voilà qui mène à une dernière question. Y a-t-il une possibilité de diriger le développement psychique des hommes de manière à ce qu'ils deviennent davantage capables de résistance face aux psychoses de haine et d'anéantissement? Et ici, je suis bien loin de penser uniquement à ce qu'on appelle un culte. D'après mes expériences dans la vie, c'est bien plutôt précisément ce qu'on appelle intelligence qui succombe le plus facilement aux fatales suggestions de masse, parce qu'elle n'a pas coutume de puiser directement dans l'expérience de vie, mais que la façon la plus commode et la plus achevée de la capter passe par la voie de papier imprimé. Pour conclure, encore une chose, je n'ai parlé jusqu'ici que de la guerre entre États, donc de ce qu'on appelle des conflits internationaux. J'ai conscience que l'agressivité humaine s'exerce également sous d'autres formes et dans d'autres conditions. Par exemple la guerre civile, due autrefois à des causes religieuses, aujourd'hui à des causes sociales. La persécution de minorités nationales. Mais j'ai mis consciemment en relief la forme de conflit entre communautés humaines la plus représentative et la plus funeste, car la plus débridée, parce que c'est peut-être sur elle qu'on peut le mieux démontrer comment pourraient être évités des conflits guerriers. Je sais que dans vos écrits, vous avez répondu tantôt directement, tantôt indirectement à toutes les questions en corrélation avec le problème pressant qui nous intéresse. Mais il sera d'un grand profit que vous pressentiez, spécialement à la lumière de vos nouvelles connaissances, le problème de la pacification du monde, car une telle présentation peut déboucher sur des efforts fructueux. Les plus amicales salutations de votre Albert Einstein.